Alors bonjour Lucille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à te joindre à nous pour nous parler de ton essai. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Merci et merci de m'avoir invitée. D'accord, bah, écoute, c'est avec un grand plaisir. J'ai lu ton livre et bien entendu, j'ai été tout de suite inspirée par tout ce que tu nous dis dans ton ouvrage et notamment les liens que l'on peut faire sur le monde professionnel avec le monde professionnel parce que j'ai retrouvé on va dire, des similitudes lorsque tu décris certains comportements et certaines choses que nous faisons ou que nous valorisons dans la société sans même vraiment le savoir. Donc, je vais te laisser commencer à présenter ton livre et puis on va un peu faire un petit débat, des questions et des réponses. Je vais essayer de connecter ça avec le monde professionnel. D'accord, ok, merci. Je vais commencer par un chiffre qui est finalement à la base de mon travail et de l'écriture donc de mon livre Le coût de la virilité. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Et un jour, je suis donc tombée sur cette statistique qui est qu'en France, la population carcérale est à 96% masculine. Et c'est un chiffre qui m'a choquée, je peux le dire et je me suis demandé: «Mais comment il est possible que je ne sois pas au courant de cela? Comment, se fait-il que l'on n'en parle pas, que ça ne fasse pas débat dans la société?» Et en creusant un petit peu, très rapidement, je me suis en effet rendu compte que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité, de comportements, à risque. Et à l'époque, donc quand j'ai fait cette découverte, j'étais un jour dans la rue et j'ai vu des services de police, passer et je me suis dit: «Mais très probablement, compte tenu de ce que j'avais découvert, ils doivent intervenir pour, répondre à un acte délictuel commis par un homme». Et je me suis dit: «OK, donc il y a ces voitures de police, mais s'il y a une victime, il va y avoir des services de secours et si ces victimes ont des séquelles à vie, il va y avoir des services de santé et puis peut-être que la personne qui a commis le délit, va être inculpée, donc il y aura des services de police, de justice, d'enquête et puis, peut-être in fine de la prison». Et donc à l'époque, je me suis dit: «Mais tout ça doit avoir un coût faramineux pour l'État et pour la société». Et effectivement, c'est quelque chose qui n'avait jamais été pensé, qui n'avait jamais été calculé. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais il faut que je fasse ce calcul, il faut qu'on prenne conscience de ce que nous coûtent les comportements asociaux des hommes dans la société. Alors, je vais commencer un petit peu par des chiffres pour savoir de quoi on parle précisément. Alors, on est donc en France et selon les chiffres officiels des ministères de la Justice et de l'Intérieur, 83% des mis en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées sont des hommes. La population carcérale, on l'a dit, est à 96% masculine. Et lorsque l'on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. 99% des auteurs de viol, 97% des auteurs de violences sexuelles, 86% des auteurs d'homicides volontaires, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de vols avec armes, 91% des auteurs de cambriolage, etc., etc. La liste est très longue. Donc, on peut en conclure que si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et c'est vrai que lorsque l'on découvre ça et lorsque l'on entend ces chiffres, ils peuvent surprendre. Parce que comme je le disais, finalement, c'est quelque chose qui n'est presque jamais questionné par notre société, qu'il s'agisse de rapports officiels ou d'articles de presse qui vont porter sur la délinquance, sur les comportements à risque. Le gouffre statistique qu'il y a entre les hommes et les femmes sur ce sujet est quasiment systématiquement ignoré.
Et je crois que cela est pardon, je ne suis pas bien réveillée. Il est tôt encore en France. Voilà, je crois que cela est étonnant puisqu'on vit quand même dans une société moderne qui repose sur des valeurs de fraternité, de civisme. Et pourtant, effectivement, on ne se pose pas cette question. Et lorsque l'on regarde ces chiffres, on s'aperçoit quand même que l'immense majorité des activités des ministères de la justice et de l'intérieur sont consacrées aux hommes. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé le coût de la virilité? Eh bien, le coût de la virilité correspond aux sommes qui sont supportées par l'État et la société chaque année pour faire face donc aux comportements délictuels et asociaux des hommes. Alors, ce coût, il est de 2 ordres. C'est tout d'abord un coût direct qui est supporté par l'État en termes donc de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et un coût indirect qui est, lui, supporté par la société et qui est lié aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, mais que l'on peut tout à fait estimer financièrement. Également aux pertes de productivité des victimes, mais des auteurs eux-mêmes, aux destructions de biens, par exemple, aux destructions matérielles. Et tout cela pour chaque type d'infraction. Donc, ce que j'ai fait pour calculer ce coût de la virilité, d'une part, j'ai pris ces taux de responsabilité donc, que j'ai évoqués au début, et puis d'autre part, les budgets dépensés, voilà, pour les ministères, pour chaque type d'infraction. Et à partir de là, j'ai calculé la différence qu'il y a entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. J'ai donc obtenu un surcoût. En fait, le coût de la virilité, c'est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et donc, on retombe sur le titre de l'essai. Alors, à combien se montent ces coûts? Eh bien, pour les services de l'ordre, le coût de la virilité est de 9 milliards sur les 13 du budget total. Pour les services de justice, le coût de la virilité est de 7 milliards sur les 9 du budget total. Pour les coups et violences volontaires, le coût de la virilité est de 18 milliards d'euros par an. À chaque fois, les sommes sont par an. Pour les crimes et délits sexuels, le coût de la virilité est de 17,8 milliards d'euros par an. Pour la sécurité routière, le coût de la virilité est de 13,3 milliards d'euros par an. Et puis, concernant par exemple les violences conjugales, il s'élève à 3,3 milliards d'euros par an, etc., etc. Et donc, en additionnant tous ces coûts, mon estimation est à près de 100 milliards d'euros par an. Donc en fait, c'est tout à fait colossal, 100 milliards d'euros par an, c'est à peu près équivalent au déficit annuel du budget général de la France. Et encore, il faut savoir que c'est une estimation basse, c'est une estimation qui ne prend pas en compte toutes les dépenses, elle est sous-estimée. Peut-être qu'on pourra y revenir plus tard pour les causes. Alors finalement, que faire avec ce constat? Pourquoi les hommes se comportent ainsi? Et surtout, est-ce qu'on pourrait économiser ce coût de la virilité? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Et ce sont donc les questions que je suis amenée à me poser, que je me suis posée. Alors je me suis demandé, mais est-ce que les hommes se comportent de cette façon pour des raisons physiologiques et donc il y aurait une nature masculine qui serait violente et donc on ne pourrait rien faire à cela? Ou bien est-ce que les causes se trouvent du côté de la culture, peut-être induite par l'éducation, et donc on pourrait finalement y remédier, envisager qu'un jour on cesse de transmettre des schémas éducatifs nocifs pour les hommes et pour la société. Alors le fait qu'il existe des femmes qui soient responsables de violences ou de conduites à risque similaires à celles des hommes, prouve bien que finalement, il n'est pas question de sexe, mais que donc ce sont des comportements qu'on va trouver peut-être les causes du côté de la culture. Et puis, on voit que les hommes, effectivement, aussi ne sont pas violents par nature, puisqu'il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques, qui le resteront toute leur vie, et la science a démontré aujourd'hui qu'il n'y avait rien de physiologique, de biologique qui les pousse à se comporter de cette façon.
Pourtant, il y a encore des mythes qui sont tenaces, des idées reçues sur cette question et qui légitiment encore aujourd'hui bien trop souvent les comportements des hommes. Alors ça va être par exemple le temps des cavernes. Aujourd'hui encore, on dit que si les hommes se comportent de cette façon, si les hommes sont violents et agressifs, c'est parce que à l'époque du Paléolithique, les hommes passaient leur temps à chasser pendant que les femmes étaient dans les grottes. Très rapidement, les études aujourd'hui nous montrent que dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, les rapports étaient beaucoup plus égalitaires, que les femmes aussi chassaient, les femmes aussi avaient du pouvoir, que le basculement s'est fait bien plus tard, donc au néolithique, vers moins 12 000 à peu près, avec la sédentarisation de ces populations. Là, il y a eu un creusement des inégalités, une domination du masculin sur le féminin et surtout une incarnation de la virilité dans les armes en métal utilisées par les hommes. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'a pas toujours été dans l'histoire, qui est une construction culturelle, et donc à ce titre, on peut le déconstruire. Ce n'est pas non plus le cerveau, puisque là aussi, les dernières études de neurobiologie nous montrent que lorsque l'on naît, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites et que les 90% restantes sont modelées en fonction de nos apprentissages, de nos expériences. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et voilà, on voit bien l'importance, donc là aussi, de l'acquis surliné, et notre cerveau ne nous prédétermine pas à avoir des aptitudes ou des comportements voilà, en fonction du fait qu'on soit homme ou femme. Et enfin, argument qui revient sans cesse, ce n'est pas non plus la testostérone. Et là, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, puisque les dernières études sur le sujet également nous montrent que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être associés à des comportements agressifs comme des comportements altruistes, et que c'est bien plus en adoptant un comportement agressif que le niveau de cette hormone augmente. Ça a été corroboré par des études sur les primates. Et donc, à ce titre, ce n'est pas non plus la testostérone, et les hommes sont responsables donc de leurs actes, comme ils le sont, par exemple, quand on les juge devant la justice. Alors finalement, quelles sont les origines si elles ne sont pas biologiques et physiologiques? Là-dessus, c'est les sciences de l'éducation qui nous répondent, puisqu'elles ont démontré qu'il y a une acculturation des hommes à la violence à travers les valeurs viriles qu'on leur transmet dès le plus jeune âge, et qui leur sont comme ça transmises de génération en génération et de façon pas toujours consciente. Et c'est ça qui est souvent compliqué à comprendre et à déconstruire, c'est parce qu'on ne se rend pas toujours compte voilà, des valeurs que l'on transmet, notamment aux garçons. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la virilité? Eh bien, la virilité vient du mot en sanskrit vira, qui désigne le héros, et qui rassemble les attributs de force et de puissance qui vont définir ce qu'est être un vrai homme dans la société. Il n'y a pas d'équivalent pour les femmes, et c'est une notion qui a été largement théorisée et valorisée surtout depuis l'Antiquité. Et là, voilà, je vous invite à lire les travaux d'Olivia Gazalet qui sont tout à fait éclairants. Donc, l'éducation que l'on donne aux garçons, encore aujourd'hui, transmettent donc ces attributs de virilité dont la force en est véritablement l'arc-boutant, et cette force, elle s'exprime bien souvent par des démonstrations de violence, on va le voir. Alors, ce que nous montrent justement ces études, c'est que dès les premiers jours de la vie des garçons, l'entourage, les parents valorisent beaucoup plus justement la force chez les bébés garçons, par exemple en ayant des contacts beaucoup plus toniques qu'ils ne l'ont avec des filles. On les coupe également beaucoup plus de leurs sentiments. Par contre, on valorise chez eux le sentiment de la colère. On les prévient également moins du danger. On est plus permissif aussi avec les comportements perturbants des garçons. Et puis, rapidement, dans les jeux initiés avec eux, va s'installer des démonstrations de violence, que ce soit dans les jeux de bagarre, de bataille, avec les armes factices.
qui sont encore extrêmement courantes, qu'on offre aux petits garçons, aux enfants. Et puis, il y a toute la culture, donc avec les films, les livres, dans lesquels l'immense majorité des héros sont encore des garçons, des hommes, qui vont s'adonner à une violence qui peut être absolument extrême, et puis qui se justifie, parfois, bien souvent, pour sauver le monde. Donc, effectivement, on valorise cette violence et on s'aperçoit que les garçons s'identifient très rapidement à ces personnages et développent une appétence pour cette violence. Et effectivement, ce qu'il se passe, c'est que, je le disais un petit peu tout à l'heure, l'entourage, les parents, vont avoir tendance à minimiser finalement les signes avant-coureurs. Alors déjà, il y a la préparation de ce terrain par, voilà, la culture, par les contacts, les rapports que l'on a avec les enfants. Donc nous, en tant qu'adultes, on prépare un terrain favorable à leur violence et en plus, on minimise, les signes, voilà, qui vont, comment dire, dans leur comportement, leurs attitudes, qui vont véhiculer ces valeurs viriles. Et finalement, on ne perçoit pas toujours et rarement même le continuum avec les agissements futurs. Mais on voit dans les chiffres que finalement, ces comportements virils et dominants apparaissent très rapidement, puisque au collège, les garçons représentent déjà 80%, 80% des élèves sanctionnés sont des garçons et 90% des élèves sanctionnés pour violence sur autrui sont des garçons. Et les filles rapportent également déjà à ces âges qu'elles sont bien souvent victimes d'agressions sexistes. Et effectivement, l'adolescence est un moment de cristallisation là, dans la construction de cette identité virile, puisque l'identité virile et masculine se construit dans les yeux des pairs. Donc, les garçons, entre eux, vont s'insulter, vont se donner des coups, vont montrer qu'ils résistent à la douleur physique et psychologique. Et puis le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, qui donc est en parallèle finalement de cette acculturation à la violence des garçons, c'est le mépris de tout ce qui est dit féminin. Puisque dès les premiers jours, voilà, dès que les garçons sont tout petits, on leur apprend que être un garçon, c'est surtout ne pas être une fille, que être un homme, c'est surtout ne pas être une femme. Et lorsque on les compare, par exemple, aux femmes, on va dire oui, aux filles, pour les garçons, tu cours comme une fille, c'est pour les humilier. Donc en fait, finalement, on leur apprend que les filles, que le féminin, c'est méprisable. Et cela fabrique, en fait, provoque in fine des comportements sexistes. Et on est en 2021, c'est un exemple que je cite souvent, voilà, qui est aussi extrêmement révélateur. On ne peut pas habiller les petits garçons en rose. On ne met pas un t-shirt rose à un petit garçon, ce qui prouve en fait et ce qui montre la résistance autour de cette question-là et qui ne permet pas la déconstruction de la virilité. Alors donc, je vais passer aux solutions, puisque donc lorsque moi j'ai fait mon étude et que j'ai regardé les statistiques, je me suis aperçue que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51% de la population, et qui sont peu ou pas éduquées à travers ces valeurs viriles, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elle ne représente que 17% des personnes mises en cause par la justice. Et donc, si on donnait l'éducation aux garçons que l'on donne aux filles, la même que l'on donne aux filles, finalement, on construirait des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société. Puisqu'on s'aperçoit que dans l'éducation donnée aux filles, l'empathie est cultivée, voire favorisée. C'est une éducation qui permet une meilleure compréhension des émotions, une meilleure maîtrise des émotions. On dit souvent que les femmes sont hystériques, mais là, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que c'est complètement faux. C'est une éducation qui permet de mieux comprendre les émotions des autres, donc avoir une meilleure communication. Et donc, tous ces attributs, en fait, toutes ces aptitudes développent un capital humain qui va favoriser la cohésion sociale
On apprend aussi beaucoup plus aux filles, à respecter, les règles, à s'autoréguler. Et donc, il faudrait en fait finalement faire la même chose avec les petits garçons. Par exemple, leur permettre de jouer à des poupons pour ils apprennent à s'occuper d'autrui, développer davantage leurs sentiments par tout un vocabulaire affiliatif. Par exemple, dire je sais que tu es triste, je sais que tu me comprends. Voilà, tout ce genre de vocabulaire qui développe les sentiments pour qu'ils deviennent davantage empathiques et puis les contraindre aussi, comme on le fait avec les petites filles, pour qu'ils apprennent aussi davantage à respecter les règles, puisque l'on vit en société. Et donc, si on éduquait les garçons comme les filles, on économiserait ce coût de la virilité, qui est un coût financier, mais aussi un coût humain colossal. Donc, on vivrait dans une société beaucoup plus riche et aussi dans une société dans laquelle on serait beaucoup plus libre parce que finalement, les taux de criminalité et de délinquance baisseraient drastiquement et donc on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, de laisser ses enfants jouer dehors, de se faire agresser dans les transports en commun, etc., etc. Donc, je vais conclure en disant que finalement, voilà, mon essai, a pour ambition, donc effectivement, d'une part, d'estimer donc le coût financier, des préjudices pour la société et pour chaque citoyen et chaque citoyenne des comportements asociaux, des hommes. J'espère que c'est un nouvel argument en fait qui va permettre de déconstruire justement les schémas culturels nocifs que l'on transmet surtout, aux hommes et donc, je souhaite qu'il y ait une prise de conscience collective, à la fois sur les origines culturelles de ce phénomène, bien sûr alerter sur les comportements asociaux des hommes à travers leur importance statistique, et ça je crois qu'on l'a bien vu, et donc ouvrir une réflexion sociétale autour de la question de la virilité et nous inviter tous et toutes finalement à un examen de conscience approfondi pour en finir avec ce concept qui est globalement néfaste, en dépit donc du silence assourdissant qui l'entoure encore aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment vertigineux au début, hein. C'est un véritable comment dire, ascenseur émotionnel que tu nous fais vivre parce que il y a enfin, ces chiffres sont absolument, ouais, je le dirais, j'ai pas d'autre terme que de dire vertigineux parce que ça, c'est abyssal finalement. Tu as réussi à le quantifier, mais comme tu le dis, ce n'est qu'une estimation et qui est une cote basse. Donc, ça laisse la place à l'imagination de se dire, mais alors si ça, ce n'est qu'une cote basse, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas évalué? Bien sûr, il y a le coût humain, et ça, je pense qu'il est énorme en termes de souffrance. Ça, c'est une évidence. Et puis aussi, moi, du coup, bah, j'ai pensé notamment au monde du travail parce que bah, tu ne l'évoques pas parce que c'est peut-être plus difficile à quantifier ou parce que tu n'avais pas le temps. Est-ce que tu as eu, toi, des informations sur, sur ce que peuvent coûter les comportements dits virils ou ce genre de choses dans le monde du travail par rapport, tu vois, au harcèlement, les burn-out, ce genre de choses? Mmh. Alors c'est une question, je pense, alors qui est très importante et dont on parle de plus en plus puisque je me suis rendu compte, par exemple, avec des échanges justement, avec des journalistes, lorsque j'ai parlé de mon travail, c'est des questions qui m'ont été posées. Et je crois qu'il y a un véritable besoin, comme tu dis, de quantifier et de prendre conscience de la souffrance au travail liée à ces comportements, virils, ces comportements de domination, voilà, des gestions de stress, de souffrance, par des managements, trop, agressifs. Mais il n'y a pas, d'estimation, il y a très peu de statistiques encore, sur ces questions-là. Et Mm. par exemple, c'est vrai que la question des statistiques, c'est une vraie question. Pour moi, effectivement, de rassembler toutes ces données, pourtant sur la délinquance et la criminalité, qui est un sujet dont on parle beaucoup plus depuis beaucoup plus longtemps que la souffrance au travail, j'ai eu énormément de mal
à rassembler ces données. En fait, il n'y a pas de document qui synthétiserait l'implication, la responsabilité des hommes et des femmes dans ce phénomène. Voilà, ce sont des chiffres qui sont disséminés dans différents ministères. Alors, il y a la littérature académique qui peut nous aider et peut-être, voilà, sur cette question de la souffrance au travail, peut-être davantage se tourner vers la littérature académique et ce qui est fait du côté de la sociologie. Mais Mhm. effectivement, les chiffres sont encore extrêmement difficiles à avoir, en fait, à trouver. Mm. Oui, parce que c'est vrai que la question a été souvent abordée sur le plan de la psychologie, de la souffrance psychologique. Donc là, on trouve des études sur le burn-out, les effets, les causes du burn-out, etc., les effets du burn-out. Moi, j'ai accompagné aussi beaucoup de personnes en situation de stress au travail, donc harcèlement, burn-out, le stress, tout simplement. Et finalement, c'est vrai que la plupart du temps, ça ne vient pas de la personne, ça vient de l'organisation dans laquelle la personne travaille et des rapports qui s'instaurent ou qui peuvent être culturels dans l'entreprise ou qui vont s'instaurer avec des personnes. Et finalement, après, on va faire porter à l'individu ce qui révèle, ce qui relève, enfin à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, ce que j'ai vu également dans les études que j'ai pu lire, c'est que ça relève plus de l'organisation et des rapports, souvent des rapports de force, des rapports qui vont, on va dire, mettre en évidence la compétition, la performance à outrance, justement le fait de ne pas exprimer ses émotions, de toujours avoir l'air dur, etc. Eh bien, il y a des gens qui ne vont pas du tout adhérer à ça ou qui vont à un moment donné être moins dans le flux, on va dire, et qui vont à ce moment-là se retrouver en grande difficulté. Et c'est vrai que du coup, ce n'est pas quantifié, si tu veux, voilà, d'un point de vue purement quantitatif, enfin, chiffré comme tu l'as fait. Oui, et puis pour Et, remonter aux sources aussi, il faut que mm, les auteurs soient désignés. Et quand dans l'entreprise, c'est tout un système, il n'y a pas d'auteur finalement véritablement désigné, c'est encore extrêmement tabou. mm, Et voilà, c'est ce que je disais, quand dans la délinquance et la criminalité, pourtant ce sont des personnes qui ont été devant la justice, qui ont été condamnées, c'est difficile de trouver des chiffres, voilà, pour véritablement savoir qui est à l'origine, parce que ce qui est intéressant aussi, il faut faire de la prévention en fait. Il faut couper l'herbe sous le pied à ces comportements. Donc effectivement, dans l'entreprise, voilà, avoir des mm. chiffres sur les auteurs, c'est extrêmement compliqué encore, je pense, aujourd'hui. Oui, d'autant qu'il y a peu de gens qui font appel aux tribunaux pour résoudre ces conflits parce qu'ils ont peur de perdre leur travail ou parfois parce qu'ils n'arrivent pas à recueillir des témoignages de leurs collègues qui ont pu être témoins et qui sont tout à fait, enfin, je dirais, convaincus du caractère brutal parfois des relations. Ils n'arrivent pas à obtenir des témoignages parce que ces personnes-là ont peur d'être licenciées aussi à leur tour. Il y a cette espèce de chantage à l'emploi en permanence qui fait que alors, d'abord, on va accepter tout et n'importe quoi. Ensuite, si on n'arrive pas à tenir le coup, entre guillemets, eh Mm. bien, on n'aura personne pour se faire accompagner, se faire accompagner, oui, mais pas se faire aider à l'intérieur de l'organisation parce que les gens ont peur, justement, de perdre leur emploi. Donc, ça aussi, c'est aussi une des conséquences de cette culture de la virilité, c'est que bah, voilà, c'est jusqu'à la mort, quoi. Il faut se battre, etc. Et il faut toujours avoir l'air fort. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur les, ce qu'on appelle les qualités féminines, comme l'empathie, la reconnaissance des émotions de l'autre, l'intelligence collective, le fait d'être de s'occuper des autres, d'être plus attentif à l'autre, etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le monde du travail les soft skills, et que maintenant, on essaie de valoriser, de mettre en avant, et qu'on demande à toutes les personnes qui sont nouvellement recrutées, on va s'intéresser à ça. Et finalement, on se rend compte que, mais en revanche, on les a déféminisées, c'est-à-dire elles ne sont pas considérées comme des, des qualités féminines qu'on va utiliser. On les a de nouveau neutralisées, enfin, dans le sens de les rendre neutres, pour que, ils puissent être appropriées par la jante masculine sans que ça ait l'air voilà, de se pourvoyer, de devenir trop féminin.
Mm. Et tu vois, je trouve ça intéressant de ce que tu expliques par rapport à l'éducation et par rapport à ce qu'on peut ressentir par rapport au féminin et au masculin, parce que c'est exactement la même chose qu'on voit dans les organisations. Et oui, oui, et oui, oui. Et effectivement, on voit encore comment le mot virilité est valorisé dans certains milieux, à certains égards. Par contre, effectivement, dire que, voilà, on est empathique, on est gentil, on est doux, ça, c'est compliqué. Et effectivement, dès que c'est rapporté au féminin, il faut surtout pas que il faut surtout pas que ça puisse, se rapporter aux hommes, en fait. Et c'est comme ça qu'on crée, du sexisme, de l'homophobie. Mm. Et tant qu'on n'arrêtera pas avec la dévalorisation du féminin, tant que le féminin même sera un tabou, je pense que, en fait, on ne pourra pas déconstruire enfin, ce ne sera pas possible, en fait, que les comportements, des hommes, les comportements asociaux des hommes cessent, en fait, et surtout envers les femmes. Ouais, tout à fait. Et je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y a une différence entre virilité et masculinité Oui. et qu'il y a plusieurs, enfin, pour moi, il y a un spectre de la masculinité. Il y a plusieurs façons d'être un homme au monde. Mais en revanche, la virilité, elle a des codes quand même qui sont très, enfin, presque rigides, on va dire. Et dans le masculin, il y a beaucoup d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans la virilité et qui sont emprisonnés. Moi, je l'ai vu dans le monde du travail, par exemple, et j'ai coaché aussi, j'ai accompagné des hommes qui étaient en difficulté parce que ils étaient enfermés par ces codes de virilité, de compétition, de domination, de ne jamais exprimer sa faiblesse, pour ne pas avoir l'air vulnérable. Euh, le fait, par exemple, entre managers, d'être tout le temps dans une compétition entre eux, faisait ils se sentaient pas bien parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer tels qu'ils étaient en tant qu'hommes, en tant que personnes. Ils voulaient pas non plus montrer trop un visage qui soit trop féminin parce qu'ils savaient que ça allait leur causer préjudice. Et en même temps, ils ne se reconnaissaient pas dans la brutalité, Et en revanche, j'ai vu aussi des femmes qui ont adopté ces codes de la virilité et qui vont vraiment aller à fond, qui vont trouver une manière de fonctionner dans les institutions, dans les organisations, pardon, comme ça, et qui vont faire leur chemin et leur carrière avec ces codes-là. Et oui, parce que Et ces codes sont valorisés. Et donc, c'est de cette façon qu'on fait sa place dans ce monde, en fait, qui est justement régi par ces codes. mm, Mais effectivement, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des masculinités, que la virilité, elle, définit la masculinité, mais les masculinités peuvent être, voilà, recouvrir tout un panel voilà, un panel très différent. On sait par exemple depuis les années 30, je pense aux travaux de Margaret Mead, qui a étudié des sociétés de Malaisie à l'époque, qui montraient que alors c'était des sociétés dites primitives, dans lesquelles les hommes pouvaient être tout à fait doux alors que les femmes pouvaient avoir beaucoup plus de caractère, ou mm, alors le caractère fort était un attribut des hommes et des femmes. Enfin voilà, on sait que être un homme, ce n'est pas qu'être un homme fort, ça c'est la virilité qui le dit, et effectivement qui est une notion fixe. Et puis, ce que tu disais à propos des hommes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, effectivement, je pense qu'il est aussi important de rappeler que les hommes sont victimes de cette virilité mm, à bien des égards. Il y a tout d'abord les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité. Donc, ça va être les hommes, voilà, on en revient toujours à la même chose, dits efféminés, les hommes faibles ou les homosexuels. Et puis, il y a aussi les hommes qui répondent à la virilité. Là, par exemple, effectivement, dans les comportements à risque, les statistiques sont incroyable. Voilà, il faut savoir, par exemple, que les hommes ont 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, et liés à une mort évitable. mm. Donc, voilà, c'est tout à fait effarant. Ou alors, on voit que dès l'enfance, en fait, les garçons dans les pays de l'OCDE qui ont 14 ans ont 70% de risque de plus de mourir dans un accident que les filles. Et sur la santé, c'est la même chose. Dans 80% des cas de cancer liés au tabac, à l'alcool, ils concernent des hommes.
Mm. Et puis aussi, il y a tous les hommes qui commettent, on l'a dit, hein, ces faits de délinquance, de criminalité. Pour eux aussi, ce sont des vies brisées. Donc, Mm. je crois qu'il est important que les hommes comprennent qu'ils auraient beaucoup à gagner de sortir en fait de ces schémas. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un mouvement, alors c'est un mouvement de femmes, hein, mais qu'on appelle qui font du opting out, c'est-à-dire qu'elles font le choix de sortir des organisations. Ce sont des femmes qui, en général, ont fait de très hautes études, qui sont issues des milieux élites, de l'élite des pays. On le voit beaucoup aux États-Unis. Et aux États-Unis, elles sont sorties pour retourner à la maison. Donc, elles ont dit, voilà, nous, on ne joue pas. Alors, elles ont fait des études comme papa et maman leur ont dit de faire. Elles ont fait des sacrifices, elles sont rentrées dans l'organisation, elles sont brillantes, elles ont réussi, mais le coût est trop élevé de ne pas pouvoir élever ses enfants en toute sérénité, de ne pas pouvoir être elles-mêmes telles qu'elles le voudraient, de pouvoir exprimer qui elles sont en tant que femmes. Et au bout d'un moment, elles en ont marre et elles s'envoient, elles disent, bon, bah ok, on a bien vu qu'on peut y arriver, mais le prix à payer est Mm. tellement cher, tellement Mm. élevé que, eh bien non. Et en France, il y a aussi un mouvement là-dessus, mais elles, les femmes françaises ont plutôt, on va dire, recréé des sociétés, ont recréé soit des pools, des associations, soit elles ont créé Mm. carrément leur business. Et certaines même n'embauchent que des femmes pour en fait être sûres de pouvoir on va dire, mettre en place des valeurs qui leur conviennent, comme tu le disais tout à l'heure, hein, l'empathie, l'intelligence collective, la porosité des sphères de vie, de pouvoir amener sa vie privée dans sa vie publique, de pouvoir s'occuper de ses enfants en toute sérénité, sans culpabiliser. Quand on est avec les enfants, on ne culpabilise pas, et quand on est à l'entreprise, on ne culpabilise pas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui se retrouvent dans cette situation-là et également de pouvoir être empathique, de pouvoir être gentille sans se poser la question de savoir si ça va être, leur être reproché. Il y a un livre hein, qui a été écrit là-dessus qui s'appelle Merci, non merci. Je me souviens plus du nom de l'autrice, mais qui évoque ça, qui est une ancienne avocate de très haut niveau et qui raconte d'abord elle sa propre histoire et qui le raconte aussi celle des autres femmes qu'elle a connues dans cette situation-là. Et c'est très Et ça intéressant. Oui, c'est intéressant parce que c'est révélateur du fait que, les femmes en premier lieu, je pense, mais qu'on est beaucoup à ne plus vouloir, de ce monde et de ces règles, voilà, de ces rapports de domination, de compétition qui en plus aujourd'hui on a les études, hein, qui montrent, voilà, les effets sur la santé dans le monde du travail, sur le stress, le burn-out, tu en parlais tout à l'heure. Mm. Hem, voilà, donc effectivement c'est quand même, enfin, je pense que c'est révélateur d'un besoin de changement, c'est sûr. Alors, est-ce que toi, tu te prêterais au jeu de faire un deuxième essai sur le monde professionnel? Alors, moi, je suis partante, pour tout. C'est juste Mm. qu'en fait, il va me falloir des statistiques. Ah ouais. Alors, si tu me les fournis, moi, il y a pas de souci. Bon. Non, mais c'est vrai que les statistiques, ça peut être un peu barbant, mais en fait, je crois que c'est hyper important. Il y a quelque temps, j'ai fait une séance de signature à la Librairie des femmes, à l'Espace des femmes à Paris, qui est un lieu iconique du féminisme voilà, depuis les années 70. Et donc, il y a des femmes qui sont là-bas et donc qui ont connu les mouvements féministes depuis cette époque. Et quand je leur ai parlé de ma difficulté à trouver des statistiques, alors moi je parle de difficulté, mais j'en ai quand même trouvé, elles me disaient, bah, dans les années 80, jusqu'aux années 80, quand on voulait dire que les femmes subissaient plus de violences que les hommes, en fait, on ne pouvait pas le prouver parce qu'on n'avait Mhm. pas les chiffres. Ah, d'accord. Voilà. Donc, On en avance fait, un peu quand même. voilà, on avance un peu et effectivement, dans le monde du travail, bah, j'espère que voilà, on aura de plus en plus de chiffres pour Mm. véritablement quantifier Ouais. les choses en fait et pouvoir Et ouais, avancer. il y a des études, par exemple, qui ont été faites sur les dirigeants qui se retrouvent souvent en situation comme ils n'osent pas montrer un peu leur faiblesse, justement, qu'ils ont peur d'avoir l'air vulnérable, eh Mm, bien, souvent se sentent seuls et ont des grosses, enfin, vont développer des formes de burn-out. Ce sont des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise et qui, en fait, n'osent pas en parler et ressentent un sentiment de solitude qui est très élevé. Il y a eu des études, ben, je t'enverrai déjà ce que j'ai à ce sujet-là,
Mmh. sur justement ce sentiment de solitude. Parce que c'est vrai que c'est souvent dans le monde professionnel abordé sous le prisme de qualitatif, enfin on va dire plutôt que quantitatif. C'est-à-dire, bon, bah voilà, je me sens seule, oui, non, pourquoi, l'aspect plutôt psychologique Mmh. que la statistique. Et bon, bah, je vais regarder. Et puis, si je trouve des stats, je te les enverrai. Avec grand plaisir, tiens-moi au courant. Parce que je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment passionnant. Mmh. Parce on va y découvrir et tu pourrais justement nous éclairer sur justement ce qu'on peut déconstruire Mmh. facilement, ce qu'on peut détricoter facilement, qui est compréhensible rapidement. Parce que souvent, tu vois, même les organisations peuvent avoir des désirs de changer, mais ils ne savent pas trop comment faire, tu vois, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, ils vont faire des espèces de petits spots comme ça, de Mmh. publicité, de faire, on va faire de la diversité, on va faire Mmh. de l'empathie, on va faire, mais tout ça n'est pas vraiment systématisé, tu vois, n'est pas vu Ouais, d'un point de vue systémique. Et ce qui est bien, ouais. c'est que toi, tu l'approches vraiment d'un point de vue systémique. Mmh. Mais dans les entreprises aussi, ça me fait penser qu'il y a des études qui montrent, alors il y a l'argument financier qui peut être un argument, qui montre que les entreprises, dirigées par des femmes ont des meilleurs résultats que celles dirigées par des hommes, ont mieux résisté aussi à la crise, Mm. que dans une entreprise qui diversifie ses profils, là aussi, il y aura de meilleurs résultats. Donc je pense que c'est aussi important de le mettre en avant, que ça peut, alors c'est un argument financier certes, hein, mais Mm. ça peut, peut-être créer des voilà, des déclics et ce qui irait dans le sens de ce qu'on se dit, depuis tout à l'heure, en fait. C'est qu'en Ouais. plus d'être néfaste sur la santé, des employés, c'est aussi néfaste sur la santé économique de l'entreprise. Donc il y aurait finalement Mm. aucun argument à continuer, dans cette voie. C'est vrai. Et c'est vrai que l'argument financier, au contraire, il est pour le monde économique, l'argument économique, Mmh, il est béton, en fait, hein. Je veux dire, ouais, si on voit que ça améliore la performance, pourquoi ouais, ne pas y aller? Finalement, tout à fait. il y a plus de. Ça lève le frein le plus Oui, difficile à lever pour le monde des entreprises en mmh, particulier, hein. ouais. Donc voilà, c'est à Et bon là, on a entendeur. ouais. En plus, on a des chiffres, on a de plus en plus d'études sur le sujet, donc mmh, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça nous donne de l'espoir de voir bientôt les organisations et la société surtout, parce que finalement, si ça se passe comme ça dans les organisations, c'est pas comment dire, une génération spontanée, hein. C'est parce que c'est le fruit de cette éducation que tu nous as décrite, hein, et de mmh, toutes ces valeurs qui sont transmises depuis des générations et qui peuvent être tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu ne proposes pas de révolutionner, ceci, c'est une forme de révolution quand même, hein, c'est que c'est par des petits gestes dans l'éducation, c'est par des petites choses qu'on peut amener les garçons, tout en étant des garçons, à être plus ouverts aux autres, à être plus proches de leurs mmh, émotions, à s'autoréguler tout simplement, parce que là, c'est vraiment une histoire d'autorégulation, hein, ouais, tout ouais. Mais simplement. c'est vrai que souvent, c'est tellement j'ai envie de dire, c'est même tellement petit que, pour j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui me disent: «Mais moi, je comprends pas, j'éduque mon garçon comme ma fille». Et en fait, c'est tellement petit qu'on s'en aperçoit pas. Mais je leur dis, par exemple: «Mais si vous les mettez devant un je sais pas, un film, OK, ils regardent le même film, mais est-ce qu'ils y voient la même chose dans ce film? Mm. Non, on voit bien que les rôles des garçons ne sont pas les mêmes que les filles, que les super-héros ne sont pas voilà, vont eux s'adonner à la violence beaucoup plus que les héros, filles. Enfin, voilà, je Mm. pense que et ce qui est intéressant, c'est que tous ces mécanismes, c'est ce que je disais, ils ont été, on les a ciblés, on les connaît aujourd'hui, on sait par quoi ça passe. Donc en fait, on a tous les outils. Il Mm. reste, je pense, la prise de conscience. Donc là, j'espère que l'argument financier sera un argument supplémentaire et effectivement, on sait sur quoi ça se joue, en fait. Ouais. Donc on n'a pas tellement d'excuses. Oui, exactement. On connaît les leviers, on connaît les causes et on connaît les leviers sur lesquels on peut appuyer pour modifier et Mmh, avoir une société plus sûre, mmh, plus prospère et dans mmh, laquelle chacun aura sa place. Je pense que mmh. c'est un peu ce qu'on voudrait tous et toutes. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Lucille, pour tout ce que tu viens de nous partager, de la grande valeur de ton intervention.
Merci à J'espère, toi. oui. Et puis, je vais te souhaiter de très, très bonnes vacances parce que c'est pour bientôt. Exactement, ça va devenir le sujet principal. Voilà, très bien. Et puis, je vous dis à tous une très belle journée, une très belle nuit, où que vous soyez sur la planète.